Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au brame du cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Fleur d'Auger, éthologue de formation, écrivaine et journaliste pour explorer la richesse infinie de la sexualité dans le monde animal. Bonjour Fleur. Bonjour Nicolas. Alors le brame du cerf est sans doute l'un des spectacles les plus connus liés à la sexualité animale, mais est-ce qu'il est représentatif de ce qui se joue ailleurs dans le monde vivant ou n'est-il qu'un exemple spectaculaire parmi tant d'autres ? Alors c'est un exemple spectaculaire, ça c'est sûr, c'est pour ça que les gens le connaissent bien et que c'est bien repérable. Il y a même des gens qui entendent le brame depuis chez eux parfois. Mais c'est ce rut comme ça, tellement expressif, tellement bruyant et au centre duquel le mâle semble se trouver. On verra que c'est pas toujours tout à fait ça qui se passe en réalité. C'est qu'une modalité d'expression de la sexualité de cette espèce. Ça existe chez d'autres espèces où comme ça les mâles vont être en rivalité, notamment chez les ongulés. On va trouver ça aussi chez le mouflon, chez plusieurs espèces comme ça. Mais c'est vraiment une modalité parmi tant d'autres, et c'est un peu parfois l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a plein d'autres façons de se séduire, de se trouver quand on est des animaux, et parfois ce sont les femelles qui séduisent les mâles, par exemple, ça c'est quelque chose qui est peu connu. Et puis en plus, ce cerf tellement viril que c'est un peu l'image qu'on donne de lui. Au final, c'est quand même les femelles qui vont choisir. On dit souvent que les cerfs vivent en harem, donc c'est pas vraiment le cas. Le reste de l'année, ils vont être déjà en solo ou en groupe de cerfs. Et puis, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est s'introduire dans un groupe, dans une harde de femelles, qui elles aussi vivent ensemble le reste de l'année. Donc, ils ne contrôlent pas du tout un harem. Il va essayer de se faire accepter, déjà de combattre les autres mâles. Et puis de se faire accepter, ce sont les femelles qui vont décider le moment où elles sont prêtes. Donc ça peut être bien de changer un petit peu de braquet, de se rendre compte que c'est pas le cerf, le mâle suprême qui va séduire toutes les femelles, etc. Parce qu'en plus, toutes ne vont pas accepter de s'accoupler avec lui. Comment ça se passe si elles n'acceptent pas de s'accoupler avec lui ? Est-ce qu'elles vont s'accoupler avec d'autres mâles éventuellement, même si ce ne sont pas forcément les cerfs vainqueurs ? Ça peut arriver. Et puis, il y a aussi plein de biches chaque année qui ne se reproduisent pas. Parce que la reproduction, c'est pas forcément l'objectif de tout animal. Donc ça, on pense souvent que la sexualité dans la nature, c'est ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, ce qu'on en apprend encore aujourd'hui, que la sexualité, c'est pour la reproduction. Mais en fait, ça n'est pas que pour la reproduction, c'est aussi pour le plaisir, même chez les animaux. Et puis, il y a aussi plein d'animaux qu'on peut considérer comme asexuels, qui ne vont jamais se reproduire de toute leur vie. Donc, chez les cerfs, ça existe, et chez plein d'autres animaux également. Et puis, il y a certaines femelles qui vont se reproduire une saison et qui ne vont pas forcément se reproduire une autre saison et qui vont fuir les avances des mâles. Donc voilà, leur objectif n'est pas toujours de faire des petits, de s'occuper des petits. Quand on parle de sexualité animale, on pense souvent à la reproduction en tant que telle. Mais est-ce que réduire la sexualité à cette seule fonction est une erreur ? Alors oui, c'est une erreur à mon sens. Je crois qu'il est bien probable que le plaisir vienne avant la reproduction. Donc ça semble parfois très étonnant quand je dis ça, mais en fait le plaisir et la douleur dans la nature, ce sont des fonctions extrêmement basiques. Les animaux comme nous, ils vont fuir ce qui leur fait mal, et ils vont aller vers ce qui leur fait du bien. Et donc ça a été démontré que les animaux ont des orgasmes. Chez certains macaques par exemple, ça a été enregistré, on a mis des électrodes aux femelles et on a vu qu'elles avaient le même type d'orgasme que les femmes peuvent avoir, donc accélération du rythme cardiaque, contraction vaginale, etc. Elles ferment les yeux aussi, comme ça. Parce que quand on a un orgasme, on ferme les yeux, c'est automatique. Et donc, la sexualité dans la nature, vous voyez, on dit toujours, ça y est, c'est la saison des amours, les animaux veulent se reproduire. Alors, c'est vrai, il y a ce contexte hormonal, évidemment, que la sexualité, elle est faite pour ça. Mais les animaux, ils vont pas se dire « Ouh là là, cette année, il faut que je me reproduise, il faut que je laisse une descendance ». Ils vont vers la sexualité parce que, d'abord, ça leur fait du bien. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'il va y avoir notamment des relations hétérosexuelles ou homosexuelles en dehors des périodes de reproduction. Donc ça, on le trouve chez le cerf, mais on le trouve aussi chez la mésange charbonnière, chez tout un tas d'autres espèces. Donc des rapports qui ne sont pas destinés à se reproduire, puisqu'on n'est pas à la période consacrée pour ça, où c'est pas possible.
Et puis aussi, voilà, des rapports qui vont être homosexuels, de la masturbation. Le cerf, notamment, ces bois, c'est une zone très érogène. Et donc, ça a été observé aussi. Ils vont se frotter contre des arbres, contre des végétaux. Ça va provoquer une érection, une éjaculation. Et ils vont se faire du bien comme ça, les cerfs. Donc, vous voyez, en plus, selon les animaux, les zones érogènes ne sont pas forcément celles qu'on pourrait croire. Et donc... Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, on va en donner d'autres. Mais ça montre à quel point la sexualité, elle est diverse, elle est complexe. Elle est complexe chez les humains, mais elle est aussi très complexe chez les animaux, et on est loin d'avoir encore tout découvert sur ce sujet-là. Et est-ce que cette notion de plaisir est présente chez toutes les espèces ? Parce qu'il y a, par exemple, chez le lion, les rapports sexuels sont assez douloureux puisque le mâle a des picots sur le sexe. Par exemple, chez le canard colvert qui a un sexe démesuré en tourbillon, j'imagine que c'est des moments qui ne sont pas forcément agréables durant les rapports sexuels. Est-ce qu'on peut parler quand même de plaisir ? Alors effectivement, chez les félins, ça ne doit pas être une partie de plaisir à chaque fois. Donc il faut vraiment que la femelle elle ait envie de se reproduire ou qu'elle soit poussée par ses hormones. Par contre, rien ne nous dit... c'est bien possible que les femelles félins, par exemple, elles aient du plaisir avec d'autres femelles, puisque ça existe aussi chez les lionnes, puisqu'elles vivent la majorité du temps entre lionnes. Donc tous ces animaux qui vivent la majorité du temps avec des animaux du même sexe, il y a beaucoup d'homosexualité. Et même quand il y a les deux sexes dans les groupes, il y en a aussi beaucoup. Donc, pour les canards colverts, en plus, il y a beaucoup de phénomènes de viol chez les canards. Donc, effectivement, c'est pas toujours une partie de plaisir. Ça existe aussi, c'est le non-consentement chez les animaux. Et le consentement aussi existe également. Et ça dépend aussi du comportement du mâle. Donc, c'est possible qu'un accouplement consenti chez les canards colverts puisse produire du plaisir. Je ne sais pas si ça a été étudié en détail, donc je ne peux pas répondre exactement. Mais je pense que c'est une constante qu'on peut retrouver partout dans le règne animal, cette notion de plaisir, puisque comme je vous disais, c'est une fonction très basique qui se retrouve au centre du cerveau que tous les animaux vont avoir. Ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien de manger, ça fait du bien à tous les animaux de manger. Et donc forcément, ils vont aller se faire ce comportement-là. Ça fait du bien généralement d'avoir des relations sexuelles, donc on va aller vers ce comportement-là. Et incidemment, on va se reproduire. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et est-ce que dans votre cas, vous avez découvert des stratégies reproductives qui vous ont particulièrement frappé ? Quand on regarde la nature, on est toujours étonné par quelque chose. Il y a, par exemple, chez la baudroie des abysses, à une époque, les scientifiques, déjà, dans les abysses, dans les grands fonds, c'est difficile d'observer les animaux. Donc, il y a encore beaucoup de découvertes à faire et c'est compliqué d'avoir des observations. Donc, on voyait ces baudroies des abysses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est. C'est ces gros poissons avec une gueule énorme, des dents gigantesques et elles ont souvent des lumières aussi pour attirer des proies. On ne capturait que des femelles. Et on avait l'impression de ne voir que des femelles, puisque quand on les capturait, on pouvait voir, les disséquer, voir que c'était des femelles. On se disait, mais c'est pas possible, il n'y a que des femelles. Ça peut exister, il y a des espèces chez lesquelles il n'y a que des femelles. Et en creusant l'histoire, ils se sont rendus compte qu'en fait, les mâles, ils sont minuscules. Et quand ils veulent s'accoupler, ils approchent une femelle. Et l'accouplement, en réalité, ne se fait pas de manière traditionnelle, puisqu'il va s'attacher à la femelle jusqu'à entrer à l'intérieur, mais de tout son corps, se fondre avec elle. Et donc, les testicules vont aller se fondre dans la femelle et elle va pouvoir en extraire des spermatozoïdes pour se reproduire quand ce sera le moment. Et donc, il va carrément se fondre dans la femelle et disparaître. Donc ça, c'est quand même une modalité d'accouplement incroyable, puisque il se suicide quelque part. Ah, le mâle ne peut pas ressortir par la suite. Il ne peut pas ressortir, non. Donc, c'est un peu un abus de langage quand il dit qu'il se suicide, mais c'est pour montrer un petit peu que oui, il n'en réchappe pas. Donc ça, c'est un exemple assez étonnant. Il y a aussi des vers marins et des limaces de mer qui sont hermaphrodites et qui, au moment des accouplements, vont se battre. Donc il y a même des combats de pénis. Donc elles sortent tous les deux une espèce de pénis un peu triangulaire. Là, ça, c'est chez les limaces de mer. Et ils vont comme ça se combattre pour essayer de savoir qui sera le mâle et qui sera la femelle, en fait. Qui va transmettre des spermatozoïdes et qui va se faire féconder, puisqu'ils ont tous les deux cette capacité-là. Et donc, à l'issue du combat, c'est celui qui a réussi à transpercer l'autre, parce qu'en plus, l'accouplement, c'est carrément un trou que va faire l'un des deux avec son pénis pour transmettre sa semence comme ça. Donc voilà, il y a des joutes comme ça qui sont assez incroyables. Et où au final, à l'issue du combat, on devient papa ou on devient maman.
Donc en fait, il n'y a pas de normalité dans la sexualité. Il existe des formes multiples. Il n'y a pas de normalité, on parle toujours des mêmes choses. On voit les lionnes avec leurs petits, voilà, on voit le brame du cerf, et c'est super intéressant, c'est très intéressant de voir ça. On voit les femelles mammifères, voilà, qui vont s'occuper en solitaire de leurs petits. Tout ça, ça existe, mais il y a plein d'autres formes de parentalité, de sexualité qui existent et qui sont soit passées sous silence, soit qu'on n'a pas assez étudiées, ou qui sont aussi parfois plus rares, mais qui existent et qui valent le coup qu'on s'y intéresse. Et pourquoi, selon vous, on s'attache particulièrement à cette forme-ci, qui est le brame du cerf, où il y a un combat entre deux mâles pour essayer de conquérir tout un harem de femelles? Pourquoi c'est cette forme-ci qu'on retient tout particulièrement? Parce que ça parle beaucoup aux mâles hétérosexuels humains, notamment, et que pendant longtemps, ceux qui faisaient la science, c'était des hommes blancs aussi, beaucoup, et que, évidemment, les scientifiques, ils ont beau être soi-disant objectifs, et ils font leur possible pour être objectifs, la majorité d'entre eux, c'est sûr. Ils sont forcément imprégnés par leur société, par leur époque. Darwin, ça a été un grand scientifique qui a fait des découvertes extraordinaires. Pour autant, c'était aussi un homme de son époque qui pensait que les femmes devaient rester à la cuisine et qui considérait aussi les femelles dans le monde animal un peu de cette façon-là. Donc, les scientifiques, ils sont imprégnés par la façon dont la culture les a modelés. C'est normal, on est des êtres humains, c'est comme ça. Et parfois, effectivement, il manque d'objectivité, où ils voient les choses. Vous voyez, les femmes scientifiques, elles vont pas forcément, quand elles voient une scène, la voir de la même façon qu'un homme. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de la diversité aussi parmi les scientifiques, pour avoir une diversité de regards. Et puis, aujourd'hui, on s'ouvre à tous ces modes différents. On s'ouvre aussi, par exemple, à l'homosexualité qui existe dans la nature, qui est très peu étudiée, qui est encore très peu étudiée, parce qu'il y a des tabous autour de ça, aussi dans la communauté scientifique. Donc, c'est en train de s'ouvrir, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Dans le cas du brame du cerf, c'est un petit peu une question de lutte. Entre la séduction, le choix du partenaire, les soins des petits, la compétition, la sexualité animale est-elle aussi une affaire de coopération et de négociation ? C'est tellement divers et tellement varié que c'est difficile de répondre à cette question-là. Parce que, effectivement, il y a des animaux qui vont créer des crèches, par exemple. On voit ça chez les manchots, où pour le temps que les parents aillent se nourrir, les lions, si les lionnes font ça, d'autres individus vont garder les petits pour permettre aux parents d'aller se nourrir. C'est ce qu'on fait nous aussi, d'aller travailler. Et donc effectivement, c'est pas qu'une affaire de lutte, ni la sexualité, ni la reproduction, ni la parentalité. Mais c'est aussi, je crois que ce qui est important de retenir sur ce sujet-là, c'est la grande diversité qui existe. Il va y avoir des sociétés où ce sont, pas forcément des sociétés d'ailleurs, des espèces comme l'émeu par exemple, qui est une espèce de cousin de l'autruche, qui habite en Australie. Dans cette espèce-là, c'est seulement le mâle qui va s'occuper des petits. Les femelles, elles sont là pour pondre les œufs. Elles s'accouplent, elles pondent leurs œufs et puis, elles s'en vont. Et elles vont s'accoupler avec d'autres mâles. Et ce sont les papas qui vont s'occuper parfois de très grandes Et on sait pour quelle raison ? couvées. Mais ça, c'est les mystères de l'évolution. Et ce qu'elle fait, l'évolution, ce qu'elle fait, la nature, c'est qu'elle offre plein de façons différentes de faire pour que les animaux soient en capacité de survivre en fonction des circonstances qui leur arrivent. Donc, il y a dû y avoir un moment donné dans l'évolution où c'était un avantage que ce soit les mâles qui couvent pour que les femelles, elles dispersent leurs œufs un petit peu partout et qu'ensuite, ils s'occupent des petits. Voilà, c'est une façon de faire qui fonctionne. Donc, la nature, elle la conserve. Si ça permet la pérennisation de l'espèce, elle n'a pas de préjugés, la nature. Elle va continuer à faire comme ça. Et c'est pour ça que cette diversité-là existe. Sans diversité, on n'a pas de vie, finalement. Parce que si on faisait tous pareil, si des animaux... Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la sexualité est arrivée, pour créer de la diversité. Parce que s'il n'y a que des clones, par exemple, et qu'il y a une sécheresse qui arrive et que tous les clones sont sensibles à la sécheresse, tous vont disparaître et l'espèce elle-même peut disparaître. La sexualité, elle crée de la diversité. Et donc, parmi tous ces animaux qui sont là, quand il y a de la sécheresse, il y en aura peut-être un qui aura des gènes un petit peu différents qui lui permettront d'avoir un peu moins besoin d'eau. C'est lui qui va réussir à se reproduire et à perpétrer ses gènes, etc. Donc ça existe au niveau de l'individu.
au niveau des espèces, mais ça existe aussi au niveau de ce que j'appelle la sexodiversité, qui est cette diversité des modes de sexualité qui permet d'élever des petits avec... quand on est 2 femelles, par exemple, ça existe. Il y a 2 mâles qui vont être capables d'élever des petits et ça va permettre de perpétuer une espèce, alors qu'on pourrait penser au départ que l'homosexualité, elle reste stérile. C'est pas le cas. Est-ce qu'on a observé des comportements homosexuels chez toutes les espèces animales ? Alors, pas encore. Ça a été observé chez à peu près 1500 espèces et ça a été vraiment étudié chez 500 espèces. Donc ça peut paraître beaucoup. En définitive, quand on pense aux millions d'espèces qui existent dans la nature, c'est peu. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de réticence à étudier ces sujets-là. Quand on en parle avec les scientifiques, ils ont souvent observé des choses de ce domaine-là. Mais bon, certains se disent « Oh, c'est une anomalie de comportement, on ne va pas étudier ça. » Pendant très longtemps, on s'est dit ça. D'autres se disent « Bah oui, mais moi, j'ai reçu de l'argent pour étudier tel ou tel sujet. » Ça, ce n'est pas forcément des sujets sur lesquels les scientifiques arrivent à avoir de l'argent, parce que c'est aussi une question d'argent, la science. Et donc, il y a beaucoup de comportements comme ça qui sont notés. Et puis parfois, quand on discute avec les scientifiques, moi ça m'arrive souvent, ou avec les éleveurs par exemple, quand je rencontre des éleveurs, moi je leur pose la question, je dis vos béliers là, est-ce qu'ils sont hétéros ou il se passe des choses entre eux ? Et souvent au départ ils disent oh non, j'ai jamais observé ça, comportement homosexuel, ça me dit rien. Ah, puis en réfléchissant d'un seul coup, il y en a un des deux qui dit « Ouais, mais tu te souviens celui qu'on avait, qui voulait jamais s'accoupler avec les femelles, qu'on n'a jamais pu réussir à faire reproduire et qui était tout le temps à vouloir monter d'autres mâles, etc. » Donc, vous voyez, c'est souvent des comportements qui sont éludés, alors qu'ils sont bel et bien là. Et donc, moi, j'encourage tous les jeunes scientifiques à explorer tout ce nouveau champ parce qu'il y a énormément de découvertes à faire. Vous pensez que tous ces comportements-là sont encore mis sous silence ? Ah oui, aujourd'hui, oui. C'est sûr. Parce que la société, elle est encore... on voit bien tous les débats qu'il y a actuellement. Les personnes homosexuelles, queer, trans, etc. ont de plus en plus de visibilité. On leur donne la parole. Voilà, il y a le mariage pour tous qui est arrivé et tout ça. Mais donc, il y a un courant comme ça progressiste. Et puis, il y a un autre courant qui ne veut pas entendre parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui continuent à dire que c'est contre nature, que ça ne devrait pas exister, etc. Il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est criminalisé, où on ne peut pas parler de ça, où je ne pourrais pas faire cette interview même avec vous. Moi, j'ai certains de mes livres dont je ne peux pas parler dans certains pays, par exemple, parce que ça aborde des sujets qui sont même condamnables. Comme quel livre, par exemple ? Par exemple, je suis déjà allée au Maroc à l'Institut français pour faire des rencontres avec les enfants. Et j'ai un livre qui s'appelle « La vie amoureuse des animaux » qui est paru chez Actes Sud Jeunesse il y a déjà pas mal de temps. Et bon, j'ai plein d'autres livres, évidemment. Donc, on m'avait dit, celui-là, il y est à la médiathèque. Donc, c'était bien quand même, il était quand même là. Par contre, pendant les rencontres avec les enfants, on ne va pas parler de ça. Tu parleras de la migration des oiseaux, tu parleras de la rivière, de tous les autres livres que tu as fait, mais les sujets qui touchent à la sexualité, on ne va pas en parler. Et surtout pas de ceux qui touchent à l'homosexualité. Et comment a été reçu votre livre, justement, Animaux, Homo ? Alors, ça a fait un flop. C'est pas du tout un succès éditorial comme je l'espérais au départ, parce que je me disais, ça c'est un sujet qui a jamais été vulgarisé, même en anglais, il y a pas de livre de vulgarisation encore sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est étonnant, qui est dans l'air du temps, etc. Je me disais, c'est un livre qui va marcher. Et il y a eu beaucoup de presse à l'époque où il est sorti en 2018 aux éditions Albin Michel. Et donc j'ai fait des vidéos avec Brut, Le Nouvel Obs, Le Monde, tout le monde en a énormément parlé, les journalistes étaient enthousiastes. Et pourtant, ce livre, il s'est très mal vendu. Alors je me pose la question, est-ce que justement, est-ce que le tabou, il est là aussi ? Est-ce que les gens, ils n'ont pas trop envie de savoir ça ? Pourtant, je pensais qu'il y avait une curiosité quand même. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les personnes qui me contactaient pour me dire qu'ils avaient apprécié le livre ou que ça les avait même aidés dans leur vie, c'était des personnes qui étaient directement touchées par le sujet dans leur vie d'humain, c'est-à-dire des personnes homosexuelles, des personnes trans ou autres. Et j'ai même rencontré une biologiste marine qui s'appelle Salomé Galiché-Chen, qui est taïwanaise à l'origine et qui a fait ses études en France, qui m'a contactée et qui voulait le traduire en chinois, ce livre, pour qu'il puisse toucher les gens à Taïwan. Donc en Chine, c'était pas possible de le publier, parce que là aussi, le sujet n'est pas ouvert. Et donc on a beaucoup travaillé ensemble. Elle a beaucoup travaillé pour trouver un éditeur à Taïwan. Elle a traduit elle-même le livre.
Et puis, elle était en conflit parce qu'elle était homosexuelle, elle est mariée avec une femme. Et de traduire ce livre, de pouvoir le faire lire à ses parents qui avaient eux-mêmes manifesté contre le mariage homosexuel à Taïwan, qui étaient vraiment contre, et qui étaient aussi religieux, donc il y avait aussi des soucis de ce côté-là. Elle leur a fait lire le livre et ils ont changé d'avis. Ils ont fait lire le livre à plein de gens. Alors moi, ça m'a énormément étonnée que ce livre puisse faire changer d'avis des gens. Vous voyez, rien que de vous en parler, j'en ai des frissons. Et donc c'est pas grave qu'il n'ait pas marché, parce que s'il a pu ouvrir l'esprit des personnes qui l'ont lu, et puis de Salomé en particulier, je trouve ça extraordinaire et je suis contente de l'avoir écrit rien que pour ça. Vous n'avez pas eu de retour de lecteurs qui souhaitaient démonter un petit peu les idées, les informations que vous mettiez en avant dans cet ouvrage ? Alors, de lecteurs, non, parce que les gens qui critiquent, c'est souvent sur les réseaux sociaux. Donc, quand on en a parlé pas mal sur les réseaux, que j'ai eu des interviews vidéo et tout ça, j'ai vite arrêté de lire les commentaires qui étaient... qui soit étaient du côté religieux et disaient c'est une abomination, Dieu n'aime pas les homosexuels, ce genre de choses, qui m'attaquaient personnellement en me traitant de tous les noms, comme souvent les femmes sont attaquées sur les réseaux sociaux. Donc quand j'ai vu ça, j'ai vite arrêté de les lire, parce que c'est pas du tout constructif, parce que justement ce sont pas des gens qui ont lu mon livre et qui pourraient débattre. On pourrait tout à fait débattre des études qui sont faites ou pas faites sur les animaux. On peut débattre de la façon dont c'est interprété, parce qu'il y a des gens qui disent que le terme d'homosexualité, par exemple, ça devrait être réservé aux humains. Comme tous ces termes qu'on utilise chez les humains, que beaucoup de personnes sont frileuses à utiliser chez les animaux ou même chez les plantes, comme les notions d'intelligence, d'émotion, etc. Ce genre de débat-là, sur les réseaux, c'est pas ce qu'on réussit à avoir. Est-ce que l'échec commercial de ce livre, Animaux Homo, vous a découragé, ou est-ce qu'au contraire, elle vous a donné envie de continuer à travailler sur cette thématique-là ? Alors ça ne m'a pas du tout découragée, parce que même si c'est un échec vis-à-vis du grand public, justement, je suis souvent contactée par des personnes. J'ai notamment été contactée après avoir écrit ce livre par un réalisateur qui s'appelle Marcel Barelli. Et ensemble, on a scénarisé un court-métrage à destination des enfants sur ce sujet-là, qui s'appelle Dans la nature. Et à la suite de ça, on a fait un livre pour les enfants aussi, tiré du court-métrage, qui est aussi un flop d'édition. Mais effectivement, je me décourage pas. Ça touche les personnes que ça touche, et puis c'est pas grave. J'ai quand même des éditeurs qui sont d'accord pour publier mes livres, donc je continue. Et puis là, d'ailleurs, j'en remets une couche. Je suis en train de travailler sur une bande dessinée. Donc, vous voyez, je touche un petit peu à tous les médias pour essayer de diffuser les infos. Et donc, ça va être une bande dessinée. On vient de signer chez Delcourt avec Émilie Glisson, qui est une super dessinatrice, très fantasque, très inventive. Et on va explorer ce sujet-là ensemble. Et là, ce sera à destination des ados, des adultes. Donc on verra. Peut-être que par l'intermédiaire de la BD, ça va toucher son public. On verra bien. Peut-être un public plus averti ? Peut-être. Plus curieux, on verra. Est-ce qu'on a observé des comportements homosexuels justement chez les cerfs ? Alors oui. Alors justement... En préparant l'interview, je suis allée me renseigner parce que je me doutais que ça existait, mais il fallait que j'aille voir ce que les scientifiques avaient observé. Donc voilà, j'ai pris des notes parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc on a abordé quelques petites choses tout à l'heure, comme la masturbation, etc. Et donc effectivement, il y a des rapports homosexuels qui ont été observés chez les deux sexes, puisque comme je le disais tout à l'heure, puisqu'ils vivent séparés la majorité du temps de l'année, ils ont malgré tout des besoins, les animaux sexuels. Et donc, il y a des rapports homo entre femelles, entre mâles, en dehors de la saison de reproduction. Et même pendant la saison de reproduction, les femelles, elles sont en chaleur, elles ont aussi des rapports entre elles. Donc, elles se montent entre elles. Chez les ongulés, c'est comme ça que ça se manifeste. Elles se montent les unes sur les autres. Il y a aussi parfois des femelles qui montent des mâles. Ça existe aussi. Il y a un tiers des rapports hors saison de reproduction qui sont homosexuels, donc chez tous les animaux en particulier. Et dans ce tiers-là, 64% arrivent entre femelles. Et puis, en dehors de la période du RUT aussi, il y a 70% des femelles qui ont des rapports homosexuels. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très répandu. Et à l'intérieur de ces 70%, il y a des femelles qui sont... il y a 30% qui sont strictement homosexuelles, donc ils ne vont jamais avec des mâles. Et certaines qui sont bisexuelles. En fait, la bisexualité, c'est ce qui est le plus répandu dans la nature. Il y a peu d'animaux qui sont strictement homosexuels, même si ça arrive aussi. Donc, vous voyez, tout est possible, en fait, tout existe.
Et la bisexualité, c'est ce qu'on retrouve le plus. Il y a aussi des femelles qui ont des bois. Ça, c'est quelque chose qui est aussi pas très connu. Parce que comme ça existe chez nous, il y a des niveaux hormonaux qui peuvent être différents aussi chez les animaux. Donc voilà, il y a des femelles qui développent des bois. Et il y a aussi des mâles, ça c'est très intéressant, qui n'ont pas de bois. En anglais, on appelle ça des hummers. J'ai pas trouvé de nom en français pas de traduction. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et donc, ces mâles-là qui n'ont pas de bois, ils sont en très bonne condition physique, parce que développer des bois, ça demande beaucoup d'énergie. Très énergivore, bien sûr. Voilà. Dans les combats avec les autres mâles, ils gagnent souvent, parce que voilà, ils sont très forts. Comment font-ils sans bois ? Eh bien, apparemment, ils arrivent à détourner les combats. Enfin, ouais, j'aurais pas dû parler de combat. J'aurais dû dire dans la lutte, en fait, pour obtenir les femelles. Ils gagnent souvent parce que ils se fondent un petit peu dans les groupes de femelles, même s'ils ressemblent vraiment quand même à des mâles. Hein. Ils ont cette espèce de grosses barbes, je sais plus comment ça s'appelle, de crinières, là, qu'ont un petit peu les cerfs. Et donc, ils vont détourner, en fait, le combat. Il va pas se trouver sur le champ, justement, du... Mais dans l'intimidation, plutôt. Voilà. Dans l'intimidation, oui, parce qu'ils sont souvent très gros. Et puis, ils vont aller séduire les femelles en contournant pendant que les autres combattent. Eux, ils peuvent aller séduire les femelles qui sont très intéressées par ces mâles très virils et qui n'aient pas de bois, ça les dérange pas du tout. Donc le cerf, finalement, n'est pas le summum du masculin, de l'animalité, du mâle dans toute sa splendeur. C'est un exemple de mâle. Et puis, il y a plein d'autres exemples de mâles qui sont différents, qui sont plus discrets et qui sont pour autant mâles eux aussi. Et au-delà de l'homosexualité, certaines espèces changent de sexe au cours de leur vie. Que nous apprennent justement ces phénomènes sur la flexibilité de la sexualité dans la nature ? Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, cette sexodiversité qu'on va trouver. Les changements de sexe dans la nature, on va le trouver surtout chez les poissons. Ça existe beaucoup. Par exemple, chez le poisson clown, le fameux Nemo de Disney. Ça existe aussi chez les mérous, chez des guppies aussi. Il y a plein d'espèces différentes. Je ne pourrais pas vous faire la liste ici. Et chez le poisson clown, donc, qu'on peut se représenter facilement, tout le monde le connaît un petit peu. Ils vivent dans des anémones, donc qui les protègent. Et alors soit seuls, soit en couple, soit en groupe. Ils sont souvent en groupe en fait, où il y a une femelle qui est dominante, qui est en couple avec un mâle, avec qui a fait des petits. Et puis il y a plein d'autres petits mâles satellites qui attendent leur heure. Et quand la femelle meurt. Donc, ils sont très attachés à cette anémone. Hein. C'est vraiment leur milieu de vie. Ils peuvent pas s'en détacher. Quand la femelle meurt, eh bien, le mâle qui était en couple avec elle se transforme en femelle. Donc, il a des testicules fonctionnels et des ovaires qui sont latents. Donc, ces testicules vont se désagréger, en fait. Et les ovaires vont se développer. Il va devenir une véritable femelle et s'accoupler avec un des autres petits mâles qui étaient là en train d'attendre. Donc, ça, c'est une façon assez étonnante de vivre et de vivre sa sexualité. Et chez les mérous, par exemple, tous les mérous naissent femelles et puis à l'âge de 10 ans se transforment en mâles. Et pour quelle raison ? Ça, c'est étonnant. Je n'ai pas de raison particulière. Après, les changements de sexe, justement, chez les poissons, ça permet souvent de s'adapter aux circonstances. Comme je disais tout à l'heure, la diversité, la variabilité, ça permet d'affronter les défis que la nature lance. Donc, imaginons une maladie qui va décimer tous les mâles, et puis il n'y a plus que des femelles, chez les guppies notamment, qui peuvent changer un petit peu à volonté de sexe. S'il n'y a plus assez de mâles pour telle ou telle raison, certaines femelles vont changer de sexe et puis vont pouvoir s'accoupler de nouveau, faire des petits. Donc encore une fois, c'est une façon de pouvoir pérenniser la vie. Et beaucoup de nos représentations justement de la sexualité animale sont biaisées par nos propres normes sociales. Quels clichés ou erreurs vous paraissent les plus répandus ? Alors, que par exemple, c'est toujours le mâle qui séduit. Parce que ça, c'est une idée qu'on a beaucoup. Donc c'est vrai que ça existe. Il y a beaucoup de parades, notamment chez les oiseaux. Donc les mâles sont très beaux, ont des plumages magnifiques, font des danses, des chants, etc. pour séduire les femelles. Donc, effectivement, ça existe. Mais c'est pas tout le temps le cas. Il y a aussi, par exemple, chez la rinchée peinte, qui est un oiseau. Chez cette espèce, c'est la femelle qui a un très beau plumage, alors que le mâle, il est assez invisible, un petit peu comme toutes ces... Généralement, ce sont les femelles qui ont un plumage qui se font dans la végétation, généralement pour couver. Chez la rinchée peinte, c'est le contraire qui se passe. Donc, c'est la femelle qui va avoir un très beau plumage, qui va séduire le mâle en chantant, en dansant, etc. Et puis, elle va pondre les œufs, et c'est le mâle qui va les couver et qui va s'en occuper.
Il y a aussi cette espèce de mythe que c'est toujours les mâles qui se battent entre eux pour séduire les femelles, justement, un petit peu comme l'idée qu'on a chez le cerf. Et que la femelle, elle va toujours choisir justement le plus fort. Bon, ben ça aussi, c'est pas toujours le cas. C'est vrai, ça existe, mais il y a aussi, chez certaines espèces, par exemple chez les cailles japonaises, les mâles se battent, effectivement, mais généralement, les femelles, elles choisissent le perdant. Parce que le perdant, ça va être un compagnon qui va être plus doux, qui va s'occuper des petits, qui va être un petit peu plus soft que ces mâles bourrés de testostérone qui sont parfois pas très sympas non plus avec leurs compagnes ou avec leurs petits, quoi. Et donc tout ça, on le retrouve aussi dans la nature. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière tous ces préjugés justement qu'on a ou ces représentations un peu toutes faites là. Et justement, en observant cette diversité, est-ce que ça nous oblige, nous, en tant qu'humains, à revoir nos propres certitudes, nos normes ou nos tabous sur la sexualité ? Forcément, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Puisque j'ai la conviction que si on n'avait pas toutes ces normes religieuses et culturelles qui instituaient l'hétérosexualité comme une norme, dans beaucoup de cultures, en Occident notamment, mais aussi dans pas mal d'autres cultures, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas chez toutes les cultures, mais c'est quand même très très répandu. Si on n'avait pas cette chape de plomb culturelle au-dessus de nous, et aussi transmise par les religions, je pense qu'une grande majorité des personnes seraient probablement bisexuelles ou pansexuelles, et que ce serait beaucoup plus répandu parce qu'il n'y aurait pas cette restriction. Et on le voit aujourd'hui que on connaît tous des personnes homosexuelles ou trans. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et ce sont des personnes qui avant étaient invisibilisées, mais qui ont toujours fait partie des sociétés et qui aujourd'hui peuvent enfin être un petit peu plus visibles, qui doivent encore se battre, qui doivent encore se défendre, mais montrer que dans la nature, tous ces comportements-là existent, sont tout à fait normaux, ça peut nous aider quand même à réfléchir aussi sur la façon dont nous, on se comporte et la façon dont on traite aussi, dont on traite nos semblables vis-à-vis de ces questions-là. Merci beaucoup Fleur d'avoir été avec nous pour échanger autour de la sexualité dans le monde animal. Merci à vous.